Bienvenue sur la chaîne d'information Togo Magique. Si c'est votre première fois, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Enrichissez le débat en y ajoutant votre point de vue dans les commentaires. Ça nous procure du bien et c'est un signe d'encouragement pour nous. Merci. Que tout le monde comprenne que nous sommes en plein siècle XXI. C'est que pour c'est facile. Ça, il y a les procédures. C'est avec ça qu'on doit faire. C'est pas. Je suis sûr et certain qu'on va trouver un agenda de la CEDEAO conforme à la décision des sommets, dernier sommet de Accra. Voici le voyou décrit dans sa vraie nature, un bandit de grand chemin, ONI. L'Alliance des États du Sahel, AES, doit soutenir les nouveaux maîtres de Guinée-Bissau pour ne pas laisser ce pays en jachère ou en déshérence à la merci des premiers aventuriers et prédateurs france-africains. C'est un devoir. Denise Nkanyi, chef de la Casa Militaire du président de la République. O alto comando militar para a restauração de segurança nacional e ordem pública reage. Le haut commandement militaire pour la restauration de la sécurité nationale et de l'ordre public agit en réaction à la découverte d'un plan de déstabilisation de notre pays. À l'origine de ce plan bien organisé, on trouve un certain nombre d'hommes politiques nationaux, mais aussi des barons de la drogue bien connus et des étrangers impliqués dans une tentative de manipulation des résultats électoraux. Ce plan a été découvert par les services de renseignement de l'État qui ont aussi découvert un dépôt d'armes de guerre. C'est pourquoi, jusqu'à ce que toute la situation soit éclaircie et que les conditions d'un retour à l'ordre constitutionnel soient réunies, le haut commandement militaire pour la restauration de la sécurité nationale et de l'ordre public exercera le pouvoir. Restauração de segurança nacional e ordem pública exercerá o poder do Estado a contar desta data. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads. Voilà un excellent résumé de la situation qui nous est donné par l'immense Chris Yapi. Tactique et sur le plan stratégique qui a été donné par un analyste politique de la chaîne Poutine TV sur Facebook. J'aimerais également que vous puissiez profiter de cette excellente et très lumineuse attentive. Je vous donne cette deuxième version, c'est celle de la chaîne Poutine TV sur Facebook, qui nous parle du coup d'État le plus rapide d'Afrique. Le coup d'État a eu lieu en Guinée-Bissau ce 26 novembre et je vous explique le film. L'atmosphère à Bissau était électrique. Embalo Sissoko, confiant dans sa victoire, tenait des réunions au palais présidentiel pour consolider ses soutiens. Mais vers 11 heures, des mouvements inhabituels d'unités militaires ont été signalés aux abords du palais, tenus de combat, se positionnant discrètement. L'escalade s'est produite de manière fulgurante. Vers midi, une faction de l'armée de terre, menée par le chef d'état-major de l'armée de terre, a lancé une opération éclair au palais présidentiel de Bissau, siège du pouvoir exécutif. Selon le récit direct d'Embalo Sissoko lui-même, contacté par téléphone par des journalistes de Jeune Afrique peu après l'événement, des officiers armés ont fait irruption dans son bureau à 12 heures précises, sans violence physique ni échange de tirs immédiats, pour l'interpeller et le placer en résidence surveillée. Simultanément, la même unité a procédé à l'arrestation de plusieurs figures loyales au régime. Le chef d'état-major général des armées, son adjoint et le ministre de l'Intérieur, tous détenus dans des locaux militaires voisins pour haute trahison, selon les militaires. C'est à ce moment que des tirs sporadiques ont retenti près du palais et des bâtiments de la CNE. En moins d'une heure, les militaires ont bouclé les accès stratégiques de Bissau. Aéroport, port, route vers le Sénégal et la Guinée-Conakry, ainsi que les médias d'État. Des patrouilles armées sillonnaient les rues pour prévenir toute contre-attaque des loyalistes ou des émeutes populaires, tandis que l'électricité était coupée pour perturber les communications.
Embalo Sissoko, dans tous ses états comme d'autres, a pu alerter la presse, et pas n'importe laquelle, Jeune Afrique, avant une coupure totale des lignes, qualifiant l'opération de putsch, dirigée par des traîtres de l'armée et appelant à une mobilisation internationale. Vers 13h, les militaires contrôlaient de facto les institutions clés, isolèrent les opposants potentiels et gérèrent la proclamation électorale. Haha. Si tu veux comprendre l'Afrique mieux que les politiciens eux-mêmes, abonne-toi maintenant, active la cloche, like la vidéo et partage-la. C'est gratuit, ça prend 1 seconde et ça m'aide à exploser l'algorithme. Allez, on y va. Franchement, ce coup d'État en Guinée-Bissau, c'est pas un putsch. C'est un épisode de Netflix fait en 1 heure, timer en main. Dès le matin, Bissau était électrique. Embalo Sissoko, confiant, posé au palais présidentiel en mode « Aujourd'hui, c'est victoire écrite, Dieu merci ». Alors que, frère, même le vent savait que ça n'allait pas bien finir. Vers 11h, les militaires commencent à tourner en ville avec des blindés comme si c'était un défilé de mode camouflage automne-hiver. Quand les gars sortent en tenue de guerre avant le repas du midi, tu sais que la journée va être longue. Mais midi pile, chrono activé. Une faction de l'armée fait une opération éclair, vraiment éclair. Même les pizzas en livraison ne vont pas aussi vite. Les soldats débarquent donc dans le bureau d'Embalo à 12h, précise. Pas de violence, pas de tir, juste un « Monsieur, on éteint tout, vous venez avec nous, merci ». Professionnalisme plus calme, plus détermination, égale cocktail parfait pour enlever un président sans déranger la moquette. Et pendant ce temps, il ramasse tout le casting du pouvoir. Chef d'état-major, adjoint, ministre de l'Intérieur, DLC complet du gouvernement, capturé. Ensuite, tir sporadique, route coupée, aéroport verrouillé, port bloqué, télé éteinte, courant coupé. Bref, la totale. Le pays entre dans le noir, mais Embalo trouve quand même le moyen d'appeler Jeune Afrique pour dire « On me fait un putsch ». Ce sont des traîtres. L'homme est en mode airdrop humain. Il envoie l'info avant que les lignes sautent. À 13h, tout est bouclé. Les militaires contrôlent les institutions, les rues, les accès, les communications. Coup d'état speedrun, 59 minutes 47 secondes. Nouveau record africain. Avant de partir, appel à l'action. Si cette analyse t'a fait rire, réfléchir ou même juste sourire, like, abonne-toi, partage, enregistre la vidéo pour plus tard. Les Européens. Alors, voilà, vous avez la version du grand investigateur ivoirien Chris Yapi et vous avez la version de l'armée bissau-guinéenne par Poutine TV. Commençons par reconstituer, pour ainsi dire, les faits que nous pouvons considérer comme indubitables et même apodictiques en ce jeudi 27 novembre 2025. Le premier fait, c'est que Umaro Sissoko Embalo était à la tête d'un gouvernement profondément illégitime, illégal, incompétent et injuste envers le peuple bissau-guinéen, et que l'élection qu'il a organisée n'était pas une élection crédible. C'était une élection sous contrôle du pouvoir, une élection fraudée d'avance. C'était une élection préfabriquée, une élection qui ne mérite pas d'être considérée comme une élection. D'ailleurs, l'opposition bissau-guinéenne et plusieurs observateurs internationaux avaient déjà indiqué qu'on ne pouvait pas considérer ce processus électoral comme fiable. Ce qui veut donc dire qu'en effet, s'il y avait une véritable justice électorale en Guinée-Bissau, elle aurait le départ, celui-ci a été organisé sur des bases frauduleuses, sur les bases de l'exclusion, de la manipulation des conditions de la compétition. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est qu'au moment où Embalo voulait en effet profiter de ce processus électoral vicié, manipulé, tripatouillé, pour se reconduire ad vitam aeternam à la tête du pouvoir, Embalo a été surpris par le commandant de l'armée de terre. Et certes, lorsque nous avons appris que c'est Embalo lui-même qui avait informé Jeune Afrique que des militaires de son armée l'avaient déposé, comme tout analyste réfléchi, nous étions dans un profond doute. Car pour nous, et pour tous ceux qui n'avaient que ces informations, manifestement, pour que quelqu'un qui a été renversé ait la possibilité d'informer
le monde entier qu'il a été renversé, il faut qu'il soit de mèche avec ceux qui le renversent. Or, très rapidement, des acteurs présents sur le terrain. Et ces informations indiquent qu'en fait, le signalement à Jeune Afrique a été fait sur la base d'une filouterie, d'Oumaro Sissoko Embalo, qui a introduit dans son caleçon un petit téléphone avec lequel il a donné l'alerte en prétextant aller faire ses besoins aux toilettes. En effet, lorsque les militaires qu'il avait mis en résidence surveillée se sont rendus compte que Jeune Afrique était en train de communiquer d'une certaine façon sur les événements de Bissau, ils ont compris qu'Oumaro Sissoko Embalo ne leur avait pas tout donné. Probablement, en le fouillant, il n'avait pas caressé la partie avant de son caleçon, ce qui fait qu'ils n'ont pas vu qu'il y cachait tout naturellement un téléphone. En procédant donc à une fouille complète d'Embalo, avec palpation de tous les sous-vêtements, on découvrit à côté de l'arbre et des deux noix du vilain tyran une épaisseur inhabituelle. Voilà comment on comprit qu'Embalo, profitant de l'occasion qui lui avait été donnée de faire ses besoins, s'était servi d'un téléphone caché à côté de ses bijoux de famille. Ce téléphone lui a été retiré. Et vous constatez que depuis lors, Embalo n'est plus capable de communiquer intuitu personae avec qui que ce soit à travers le monde. À partir du moment où nous l'avons su, que le signalement à Jeune Afrique n'était pas le fait des putschistes, mais il était le fait d'Embalo sur la base d'une ultime ruse, de Félon, il fallait réapprécier les événements de Bissau. À ce moment, regardons ce qui se passe. Ceux qui ont renversé Oumaro Sissoko Embalo ont mis aux arrêts l'essentiel de la hiérarchie de l'armée qui lui était fidèle. Si Embalo avait fait un auto-coup d'État, normalement, quel est l'officier le plus fidèle à Embalo qu'Embalo aurait chargé de prendre le pouvoir? Mes chers amis, incontestablement, si c'était un auto-coup d'État, l'officier qui aurait pris le pouvoir, c'est celui qui était le chef d'état-major des armées de la Guinée-Bissau. Dans la tradition de l'auto-coup d'État, le président qui ne veut pas partir fait souvent confiance parmi les militaires à celui à qui il a confié le commandement de l'armée. Or, dans le cas d'espèce, le chef d'état-major et tous les ministres les plus décisifs du gouvernement de Oumaro Sissoko Embalo sont aux arrêts. Le commandant de l'armée de terre, qui s'est présenté à la télévision comme ayant pris le pouvoir, le général Nkanga, a arrêté tous les officiers réputés fidèles. Il éloigne et élimine l'hypothèse de l'auto-coup d'État sur laquelle nous avons tous planché au départ, au regard du fait que le signalement avait été donné par Embalo. Donc je vous invite à bien noter cela. Si qui aurait été envoyé par Embalo pour se proclamer président. Or, le chef d'état-major est en prison comme Embalo. Et puis, il y a d'autres détails de la communication. Cette communication, il charge Jeune Afrique de présenter les putschistes comme étant des traîtres, des ennemis de la nation. Il charge interviennent pour le rétablir au pouvoir. Si c'était un appliqué par Embalo contre lui-même, il n'y aurait pas l'intervention du néocolonialisme. La CEDEAO vient à son secours. Or, le message qu'il a envoyé à Jeune Afrique appelait à une telle intervention. Ce qui élimine une fois de plus. Enfin, il y a une troisième argument extrêmement délicate. C'est une chose extrêmement... Aucun homme politique, aucun homme d'État véritablement constitué ne peut
même quand vous simulez un auto-coup d'État, de facto, en fait, vous détruisez votre pouvoir. Parce que vous montrez la fragilité de votre pouvoir, vous mettez en scène la vulnérabilité de votre pouvoir, même quand vous faites un auto-coup d'État. Donc, c'est jamais dans l'intérêt de quelqu'un qui veut rester au pouvoir de donner l'impression qu'on le lui a pris. Voilà déjà l'évolution de notre appréciation. Voilà pourquoi dans notre seconde sortie hier, nous avons appelé à constater que ce n'était plus l'hypothèse de l'auto-coup d'État qui était valable. Il y a bel et bien un coup d'État. Le leader Nkanga, on saura comment l'appeler au fil des jours, Nkanya. Et il a arrêté toute la hiérarchie fidèle. Dans toute la mesure du possible, il a arrêté tous les fidèles d'Embalo dans la hiérarchie de l'armée. Cela ne plaide pas pour un auto-coup d'État d'Embalo. Mais maintenant qu'ils ont pris le pouvoir, au nom d'un haut conseil pour la restauration de l'ordre, en Guinée-Bissau, le plus dur commence pour les nouveaux patrons de l'armée et du pays. C'est quoi le plus dur? Le plus dur, c'est de convaincre le peuple bissau-guinéen. Le plus dur, c'est d'être capable de mener une politique qui corresponde aux aspirations populaires bissau-guinéennes. Le plus dur, c'est d'être capable de mener une politique qui s'engage dans l'élan vertueux de la politique africaine aujourd'hui, dont tout le monde sait qu'il est représenté par l'Alliance des États du Sahel, l'Alliance panafricaniste la plus aimée des Africains de tous les pays et de tous les continents. Le plus difficile pour les nouveaux maîtres de Bissau, c'est de réussir à contourner et à dépasser des pressions internationales puissantes qui ne vont pas manquer et bien à contrôler la Guinée-Bissau à travers eux, comme c'était le cas à travers Umaro Sissoko Embalo. Voilà pourquoi, pour ma part, maintenant, dans la deuxième partie de cette intervention, je voudrais parler des grands défis de la révolution bissau-guinéenne du général Nkanga. C'est-à-dire les problèmes qu'il doit s'attacher à résoudre s'il ne veut pas se retrouver exactement dans la situation d'Embalo ou dans la situation de João Bernardo Vieira avant Embalo, dans la situation de tous ceux qui ont tenté de diriger la Guinée-Bissau, mais qui n'ont pas été capables de reprendre l'essentiel du travail pour le peuple bissau-guinéen, ce travail qui avait été commencé par le grand camarade panafricaniste révolutionnaire Amilcar Cabral, avant qu'il ne trouve, eh bien malheureusement, la mort à Conakry, en Guinée voisine. Pour moi, le premier défi que l'armée qui vient de prendre le pouvoir doit relever, c'est la restauration de la confiance entre l'armée et le peuple. Il faut que cette armée montre très clairement au peuple bissau-guinéen qu'elle a fidélité avec une détermination absolue. Donc l'armée doit chercher à avoir l'adhésion totale du peuple. Mais comment avoir l'adhésion totale du peuple? Et là, ça renvoie au deuxième défi. Cela suppose une réforme de l'économie bissau-guinéenne dans une perspective de souveraineté. Il s'agit de remettre le peuple bissau-guinéen au travail pour que celui-ci atteigne l'autosuffisance alimentaire. Il s'agit de remettre l'économie bissau-guinéenne au travail de telle façon que l'État bissau-guinéen soit le premier contribution maximale des richesses de la Guinée-Bissau au peuple bissau-guinéen. Ça, c'est le deuxième défi. Rendre les richesses de la Guinée durées dans ce pays. Et donc, avec une bonne gestion de l'État, avec une reprise souverainiste de l'État, il est possible de satisfaire les aspirations de la population. Il y a un troisième défi. La Guinée-Bissau est malheureusement devenue une plateforme du narcotrafic, une plateforme du commerce de la drogue. La route de la drogue qui part de l'Amérique du Sud, qui traverse l'océan Atlantique, qui entre en Afrique et puis qui remonte vers l'Europe,
Cette route passe notamment depuis plusieurs années par la Guinée-Bissau. L'armée bissau-guinéenne doit s'engager dans une lutte afin de restaurer la moralité de l'État, la moralité objective de l'État bissau-guinéen. On ne peut pas dire qu'on est à la tête d'un État qui sert le peuple, alors qu'on a des combinaisons avec les cartels de la drogue qui viennent et qui traversent l'océan Atlantique, atterrit à Bissau pour remonter à travers des véhicules et d'autres avions vers la nationale de la drogue à travers le Sahel et le Sahara jusqu'en Occident. Il faut mettre fin au statut d'État narcotrafiquant de la Guinée-Bissau. L'armée doit s'engager avec le peuple à travailler à redorer l'image de marque de la Guinée-Bissau et à la retirer de la liste. Il y a un quatrième défi. Il y a un quatrième défi qui est extrêmement important. C'est le défi de la souveraineté géopolitique et géostratégique. Les nouveaux commandants du pays, le chef de l'armée, qui se sont donc autoproclamés, doivent sortir la Guinée-Bissau des fourches codines du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental et notamment de l'organe de ce néocolonialisme et de cet impérialisme qui est la CEDEAO. Les nouveaux dirigeants bissau-guinéens doivent prendre leur distance envers la politique néocolonialiste et impérialiste de la CEDEAO. Or, prendre ces distances avec la politique néocolonialiste et impérialiste de la CEDEAO, c'est inévitablement se rapprocher, à savoir l'alliance des États du Sahel. Si le général Nkanga veut véritablement travailler pour le peuple de Bissau-Guinée, de Guinée-Bissau, le général Nkanga doit se rapprocher des leaders panafricanistes révolutionnaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Seulement avec eux, il peut envisager une intégration forte de la Guinée-Bissau dans le monde multipolaire et ainsi construire une souveraineté de défense, une souveraineté forte de la Guinée-Bissau contre les forces hostiles qui l'entourent. Enfin, il y a un cinquième niveau. Un cinquième défi, c'est le défi de l'opinion. Il faut que l'opinion est dubitative. L'opinion africaine est inquiète. L'opinion africaine ne leur fait pas encore confiance. Il faut qu'ils sachent que l'opinion africaine les observe. Le moindre de leurs discours, le moindre de leurs voyages diplomatiques, le moindre de leurs mouvements sont désormais observés par les opinions, pas seulement bissau-guinéennes, mais ouest-africaines, africaines, panafricaines. Si l'on se rend compte qu'ils ont renversé Mbalo pour aller faire ami-ami avec les anciens amis d'Mbalo, les gens Ouattara venus de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagés, si on se rend compte que les dirigeants de Bissau sont en train d'aller faire ami-ami avec l'hypocrite Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui est actuellement en train de faire louvoyer la révolution sénégalaise à Dakar, les instructions à Paris chez le président Macron, ils seront vomis, immédiatement vomis, pas seulement par le peuple bissau. Donc je voudrais dire à nos frères qui prennent la responsabilité de la Guinée-Bissau de ne pas commettre d'erreur sur les 5 points que je viens d'évoquer. 1. Il faut coller au peuple. Il faut coller aux aspirations populaires. 2. Il faut mener une réforme socio-économique pour mettre le peuple bissau-guinéen au
travail, avec comme un objectif immédiat l'autosuffisance alimentaire de ce pays. L'autosuffisance minière, soit à majorité de capital tenu par l'État bissau-guinéen, et que les bénéfices rentrent vite dans les caisses, dans une gouvernance transparente. Troisièmement, panafricaniste révolutionnaire de la Guinée-Bissau aux côtés de l'Alliance des États du Sahel. Quatrièmement, il faut mettre fin à l'État bissau-guinéen narcotrafic. Cinquièmement, il faut faire très attention à ne pas s'afficher, à ne pas rejoindre le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental. Bref, à ne pas serait de nature à discréditer complètement cette révolution. Voilà 5 points sur lesquels nous les observons. Contrairement à ce que certains peuvent penser, nous ne donnons pas le bon Dieu sans confession au général Nkanga et à ses compagnons. Nous les observons sur ces 5 points. Est-ce qu'ils prennent des décisions pour l'autonomie économique et sociale de la Guinée-Bissau? Est-ce qu'ils remettent tout le peuple de Guinée-Bissau au travail en s'inspirant d'ailleurs des travaux d'Amilcar Cabral qui, je le rappelle souvent, est un ingénieur agronome de formation qui a proposé au Cap-Vert et à la Guinée-Bissau d'abord la maîtrise de leur sol pour produire la nourriture comme étant la base de toute révolution authentique. Si les militaires remettent le c'est par le camarade Amilcar Cabral, si ces militaires procèdent à la nationalisation des unités minières les plus rentables du pays, si ces militaires attaquent frontalement le problème de la drogue, le sale, si ces militaires appellent l'Alliance des États du Sahel à les soutenir, l'Alliance des États du Sahel, si ces militaires ne reproduisent pas les relations incestueuses de la France-Afrique dans lesquelles Mbalo était vautré, alors si ces militaires remplissent ces 5 critères, l'Afrique éveillée les soutiendra. L'Afrique éveillée les accompagnera. L'Afrique éveillée. Donc, ce sont là les conditions. Les conditions pour que il y ait autour du nouveau Haut Conseil pour la restauration de l'ordre en Guinée-Bissau une dynamique vertueuse. Ce qu'on doit accorder au phénomène électoral tel qu'il se déroule depuis plusieurs années à travers l'Afrique. En fait, nous avons été un peu partout à travers l'Afrique victimes de la mystification démocratique. Ce que le professeur Fabien Ebousi-Boulaga a appelé la démocratie de transit est arrivé en Afrique avec un grand mensonge. Il suffit que quelqu'un organise des élections pour qu'on prétende que il a... Le mythe des élections s'est complètement effondré. Il s'effondre, mais il nous pose le problème de savoir quel est le système politique africain. Quel est le système politique qui va permettre aux Africains de résoudre leurs problèmes et d'affronter du monde contemporain? Avec quel système politique, nous, Africains, allons-nous nous affirmer dans le concert et le jeu des puissances du XXe siècle? Le système capitaliste, puisqu'on en connaît les limites dans l'ultralibéralisme aujourd'hui. Si ce n'est pas le système socialiste, puisqu'on en connaît les limites après la chute du mur de Berlin en 1989, mais quel est le système politique idéal pour l'Afrique? C'est le cœur de mon travail
de philosophes du politique, de tenter de penser et de proposer à l'Afrique un système politique que l'humanité a testé, que ce soit ceux de la tradition libérale capitaliste ou de la tradition libérale socialiste. L'une de nos missions, en tant que philosophe du politique, est de théoriser un système politique qui s'inspire non seulement des grands systèmes politiques issus de la civilisation négro-africaine, notamment au cours du XXe siècle dans l'histoire occidentalisée de la planète. C'est dans ces conditions que nous théorisons depuis plusieurs années le concept de maatocratie. L'un des ouvrages que nous espérons être au cœur de notre legs à la postérité. La maatocratie, c'est un système politique d'origine anthropologique africaine tenant compte des enseignements de l'histoire des systèmes politiques issus du capitalisme libéral et des systèmes politiques issus du socialisme libéral. Mais la racine de la maatocratie, c'est le système politique le plus ancien, le plus solide et le plus grand que l'Afrique ait jamais connu, le système politique négro-égyptien, autour du concept de la Maat, vérité, justice, solidarité. C'est un système politique qui combine trois sortes de pouvoirs. Un pouvoir spirituel qui doit être détenu par un conseil des sages de la communauté politique. Un pouvoir législativo-exécutif qui doit être entre les mains d'un gouvernement issu d'un parlement national. Et puis, un pouvoir corporatif social qui doit représenter les différents lignages, les différentes associations, les différents groupements traditionnels de la nation. Dans le système maatocratique, il y a donc le pouvoir spirituel du Conseil des sages, il y a le pouvoir, gouvernemental, exécutif, mais issu du Parlement, et il y a le pouvoir socio-économique, le pouvoir des corporations. Voilà les trois pouvoirs qui doivent être savamment agencés dans les constitutions maatocratiques que nous sommes en train de tracer pour pouvoir donner à l'Afrique la possibilité d'un chemin de stabilité en matière de théorie de la Constitution. Alors, on sera aussi très attentif pour voir si, à l'instar des pays de l'Alliance des États du Sahel, qui sont en train de construire une formule d'état de droit politique africain, on sera très attentif pour voir s'il y a une volonté de repenser l'État africain contemporain dans une perspective d'enracinement dans l'histoire traditionnelle de l'Afrique et de prise en compte des enseignements de l'expérience politique libérale capitaliste et libérale socialiste, sans, bien sûr, s'aligner sur elle, mais en s'inspirant de notre propre modèle politique, celui que j'appelle le modèle maatocratique. C'est un grand travail. On n'a pas que besoin des philosophes, on a besoin des économistes, on a besoin des juristes, des sociologues, des anthropologues, on a besoin de tous les spécialistes des sciences sociales et politiques pour, ensemble, doter l'Afrique d'un paradigme politique qui soit l'émanation de sa propre expérience historique, de sa propre civilisation, de ses propres principes de valeur. C'est un travail extrêmement important pour délivrer l'Afrique de la dépendance envers la propagande démocratique, la dépendance envers l'ultralibéralisme ou envers le communisme, qui pendant longtemps se sont départagés les idéologies africaines, notamment pendant le XXe siècle. Ce travail-là est extrêmement important et aujourd'hui, la seule partie de l'Afrique où on peut mener ces réflexions avec l'approbation des gouvernants, c'est l'Alliance des États du Sahel. C'est pour ça que nous avons, avec la bénédiction des autorités de la République du Mali, fondé au Mali l'Institut de l'Afrique des libertés. Nous appelons à nous rejoindre tous les chercheurs en sciences sociales qui veulent participer à ce programme. La théorie du paradigme politique africain.
Parce que sans théorie du paradigme politique africain, la politique africaine va continuer à être évaluée, jugée. On va continuer à vouloir appliquer la grille démocratique, bonne gouvernance, droits de l'homme, croissance, bref, tous les critères d'appréciation du système politique occidental vont continuer à être imposés aux Africains comme les critères d'appréciation de leur système politique. Alors qu'en fait, l'autonomie et la souveraineté ne sont pas simplement, en réalité, l'imitation parfaite des systèmes politiques qui sont supposés marcher chez les autres. Non, c'est la construction d'un système politique auto-évalué, un système politique auto-référent, un système politique qui s'apprécie à partir de nos propres principes de civilisation. C'est l'une des conditions de la souveraineté de l'Afrique. La souveraineté intellectuelle, la souveraineté spirituelle, la souveraineté paradigmatique. J'insiste vraiment sur cela. Et en tout cas, quand cet ouvrage sortira, j'espère qu'il va contribuer à raviver le débat et à inspirer les nouvelles constitutions africaines en construction. La Guinée-Bissau, par exemple, a l'occasion, à partir d'une reprise critique du travail d'Amilcar Cabral, de théoriser une constitution d'inspiration mahatocratique. C'est le cas pour tous les pays africains. Il est possible de réanalyser sur plusieurs millénaires les formes d'État qui ont marché pour nous, de les ressusciter et de les adapter entre le libéral socialisme et le libéral capitalisme. L'Afrique n'est ni une terre de libéral socialisme, ni une terre de libéral capitalisme. L'Afrique est une terre de mahatocratie. C'est une terre dans laquelle les systèmes politiques doivent s'aligner sous les principes de vérité, de justice et de solidarité. La valeur politique africaine ne s'apprécie pas à partir des critères quantitatifs du libéralisme capitaliste ou du libéralisme socialiste. La valeur du politique s'apprécie dans la tradition intellectuelle et spirituelle africaine à partir de critères qualitatifs. Est-ce que nous avons un système politique véridique? Est-ce que nous avons un système politique juste? Est-ce que nous avons un système politique qui garantisse notre solidarité envers tous les membres de la communauté humaine? Ce sont les questions que les Africains, les grands Africains de tous les temps se posèrent. Et si pendant près de 4000 ans, l'Afrique a offert à l'humanité l'un des systèmes politiques les plus stables, le système de l'empire négro-égyptien antique, c'est parce que ce système était dirigé par une très haute conscience de la vérité, de la justice et de la solidarité humaine et cosmique. Il nous faut transcender les expériences de la néocolonisation, de la colonisation, de la traite négrière, pour nous enfoncer dans la nuit des millénaires et comprendre comment nos plus brillants ancêtres avaient pu à un moment donné être les maîtres du monde, sans colonisation, être les maîtres du monde sans procéder par des manœuvres impériales. Ils étaient les maîtres du monde par la maîtrise de la connaissance, par la pratique de la justice et par l'exemplaire solidarité dont ils étaient capables. L'État négro-égyptien de l'Antiquité pratiquait la décroissance, c'est-à-dire que l'État fonctionnait exprès à perte dans le but de s'assurer qu'il protégeait les plus vulnérables des membres de la société de la misère, de l'injustice et de toutes les discriminations. C'est un État qui était pourtant très puissant et qui a tenu sur plus de 4000 ans. Ces principes étaient l'inverse des principes de l'État d'inspiration occidental qui a essaimé sur la terre grâce à la mondialisation occidentale. Et il nous faut retrouver ce système de valeurs. Il nous faut retrouver nos propres critères d'appréciation du bien et du mal. Il nous faut retrouver l'âme immortelle de la civilisation africaine, civilisation d'amour de la connaissance, d'amour de la justice, une civilisation de la solidarité. C'est cela que, d'une manière ou d'une autre, on a cherché à travers ce qu'on a appelé le socialisme africain, le communautarisme. Ce sont ces choses-là qu'on retrouve quand on relit la charte du Manding Kanlikan, au fondement moral et spirituel de l'empire malien. C'est cela qu'on retrouve dans le concept sud-africain de Ubuntu.
On retrouve systématiquement cela quand on interroge sérieusement l'expérience politique africaine. Chaque révolution doit être l'occasion pour nous de puiser dans ce qu'il y a de plus grand. Chaque révolution doit être l'occasion pour nous de puiser dans ce qu'il y a de plus grand, de plus profond, de plus puissant dans l'expérience ancestrale dont nous sommes aujourd'hui les gardiens et en même temps les fructificateurs. À partir de ce qu'il y a de plus grand chez les meilleurs qui nous ont précédés et qui par là continuent de vivre à travers nous ce qu'exprime si bien le poème du grand Birago Diop, le poète sénégalais qui nous rappelle que les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Il nous faut appliquer cette maxime dans le terrain politique en délivrant l'Afrique de l'aliénation intellectuelle et bien de l'aliénation idéologique à travers une reconquête de son patrimoine de théorie politique. Voilà ce que nous souhaitons pour la Guinée-Bissau. La page Embalo est tournée. Le téléphone dans le caleçon n'a pas pu sauver Embalo. Les militaires bissau-guinéens se sont rendus compte que le caleçon d'Embalo était subitement devenu plus gros que d'habitude. Ils lui ont arraché son téléphone. Son rêve de faire tourner le coup d'État en sa faveur a pris fin. Comme on dit chez nous à Abidjan, Embalo est dans pain. Pain brou. Il est complètement dans pain. Ce n'est plus, contrairement à ce que nous pouvions penser, un auto-coup d'État. C'est un coup d'État. Ils l'ont débranché. Et vous comprenez la panique au sein de la CEDEAO. Vous comprenez la panique des néocolonialistes français. Vous comprenez la panique au sein des impérialistes. Vous comprenez la panique au sein de tous les chefs d'État, manipulateurs, tripatouilleurs de constitution, qui, voyant la triste fin d'Embalo, se disent « Le prochain, c'est peut-être moi-même ». Tremblez, ô dictateurs africains, vous qui ne respectez pas vos peuples, vous qui méprisez votre armée, vous qui méprisez l'histoire glorieuse de l'Afrique, tremblez. Chaque chose a son temps. Tremblez, vous qui savez très bien que vous êtes au pouvoir par usurpation. Tremblez, pissez dans vos fronts. Ce qui a tué Makloklo va tuer Maklakla. Peuple bissau-guinéen, nous nous tenons à vos côtés. Choisissez la voie de la révolution panafricaniste. Soutenez l'armée. Si l'armée a décidé de marcher comme celle du Mali, du Burkina Faso et du Niger, dans les pas des grands de l'histoire. Et oui, bientôt la chute du satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique. Son bon petit Embalo est cuit. Ouattara Draman pensait encore hier que c'était Embalo qui avait fait un auto-coup d'État. Mais quand il a appris qu'Embalo a perdu son téléphone, il a dit mais. On dirait qu'Embalo ne maîtrise pas la situation, Dominique. Oui, chou. Embalo, je lui avais dit de faire attention. Quand ce voyou de Franklin Nyamsi au Cameroun était en train de lui dire Embalo, faut faire attention, il n'a pas écouté. Ah oui, j'avais prévenu Embalo. Hein. Ce qui lui est arrivé là, je lui avais dit non. Mais il n'écoute pas ces gens-là.
J'ai une petite vidéo ici que des amis ont retrouvée où je lui avais dit. Je lui avais dit ça à Mbalo. Attendez, attendez. Je lui avais dit. Attendez, attendez un peu. Voici ce que j'avais dit à Mbalo. On vous demande... Attendez. Mbalo. Voilà, On ne vous a pas demandé où vous étiez. On vous demande de nous dire... Je lui avais dit. Derrière ces organisations terroristes, donnez-nous leurs parrains, la liste. Mais écoutez, moi je suis intéressé essentiellement par mon prochain mandat anti-populaire, anti-démocratique, mon prochain mandat crapulé et carampi à la tête de Guinée-Bissau. Je ne peux pas parler de ça, sinon les parents vont se fâcher contre moi. Tu connais comment il a fini, Manuel Noriega, celui qui vendait la drogue au Panama. Là. Moi je ne vais pas finir comme ça. Hein. Je laisse passer la drogue et puis c'est pas mon problème. Hein. Moi, je veux simplement qu'on me laisse durer au pouvoir. Ça, moi, Mbalo, je ne peux pas vivre sans les pouvoirs. Attention, Mbalo. Attention, en Guinée-Bissau, il y a des moments où l'armée se fâche. On a vu certains de vos ministres cachés sous les chaises à Bissau. Attention, Mbalo. Attention. Ouais, ce que je lui avais dit. J'ai dit attention au moins 5 fois. Qu'il y a des garçons à Bissau là qui n'aiment pas qu'on... Mais ces gens-là, ils n'écoutent pas. Voilà. Comme dit le président Babou, Brou, le voilà. Je lui avais dit que la prochaine fois, il ne pourra pas se cacher sous la chaise. Cette fois-ci, il a caché le téléphone dans son caleçon. Il a caché le téléphone dans son caleçon. Un président doit faire... un président doit faire des choses comme ça? Cacher le téléphone dans son caleçon. Parce que quand on l'a fouillé là, les gars, ils n'ont pas tâté par devant. Par respect pour son Bakary Bamba. Ah, déjà, monsieur avait mis un téléphone à côté de son Bakary. Vous voyez comment les gars sont mauvais en Afrique? Non, Mbalo quand même. C'est-à-dire qu'il tient tellement au pouvoir qu'il cache un téléphone dans son caleçon. Donc les gars étaient obligés de fouiller dans son caleçon. Ils ont trouvé un téléphone en bas. Oh, ça, non. Non, mais les dictateurs africains là sont cocasses quand même. Ah, les gens disent ça là c'est... Non, son caleçon est trop gros. Ça là, c'est pas son caleçon normal. On a beau dire là. C'est pas son caleçon. On a tapé là-bas, baba. Ça fait qui? J'espère qu'ils n'ont pas giflé. Hein. Parce que tu sais, les militaires là sont très nerveux. Ils sont très nerveux. Hein. Quand ils ont trouvé le téléphone dans son caleçon là, j'espère qu'ils n'ont pas giflé. Parce que Mbalo est cardiaque. C'est un cardiaque. Oh. On a presque envie d'avoir pitié de lui. Mais quand on se souvient de ce que ce monsieur-là a fait, comment il s'est moqué du Mali en lutte, comment il s'est moqué de l'AES, force anti-putsch, anti-putsch. Voilà, il n'a pas eu de force anti-putsch pour se sauver. Oh, c'est triste. Hein? On souffre en Afrique. C'est pas la peine. Ah, on voit, il avait des poches dans son caleçon. Mbalo finit par une histoire de caleçon. Mais j'avais dit que ce garçon-là, c'est-à-dire que sa vie, là, ça tourne autour du Lupanaro. Voilà. Il finit son pouvoir. Son pouvoir est fini dans une affaire de caleçon. C'est pas possible. Non, comme le disait l'historien camerounais Léopold Moumé Etia, l'Afrique abonde de mystères. L'Afrique abonde de mystères. Vous comprenez? Chef d'État qui cache le téléphone dans son caleçon pour essayer d'appeler des puissances étrangères à venir sauver son pouvoir. Ça là seulement a été un peu plus digne. Je n'avais pas mis ça
Bazoum n'avait pas mis ça dans le caleçon. Mais bon, Mbalo, on voyait très bien son côté voyou là. On savait qu'il était capable de tout. Mais il a surpris les soldats au départ. Hein. Donc on a dit, mais comment il a téléphoné? Non, c'est son caleçon. Déjà, c'était son caleçon. À mes vies inter, la prophétie finit toujours par s'accomplir. Les Gwengang. Hein? Plein interrogatoire. Son caleçon a fait pim pim. On dit, hein? On dit, hein? Mbalo, viens. Montre-nous ce que tu as dans le caleçon. Il dit, mais ce sont mes parties intimados. On dit, non, ce n'est pas tes parties qu'on veut voir. Il y a quelque chose qui a sonné dans ton caleçon là. Il faut donner ça. On a vu afficher Jeune Afrique. Jeune Afrique. C'est le dernier numéro qu'il a appelé Jeune Afrique. Tu comptes sur Mawan Ben Yamed, l'individu nasal. C'est celui que tu comptes pour sauver ton pouvoir. Qui dirige Jeune Afrique. C'est celui que tu comptes pour sauver ton pouvoir. Non, c'est pas la peine. Bonne journée à toutes et à tous. Voilà les grands défis. Les Gwengang. Si les nouveaux chefs de Bissau sont au service de la révolution africaine, nous appelons l'AES à les soutenir. S'ils sont au service de la révolution africaine, ils peuvent compter sur moi. Vraiment, s'ils cochent toutes les 5 cases que j'ai indiquées, nous allons les soutenir ardemment. Nous allons les soutenir ardemment. S'ils sont fidèles sur les 5 points que nous avons évoqués. Portez-vous bien. Soyez bénis.